à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Beaucoup de nouveaux abonnés, beaucoup de vues sur cette vidéo, accélération baissière imminente, point d'exclamation, je n'en savais strictement rien pour être tout à fait honnête avec vous, même si quelques petites informations techniques, notamment sur Ichimoku Kinkoyo, pouvaient potentiellement nous laisser croire qu'on pouvait prendre un play relativement cohérent par rapport à ce qui pouvait se passer, toujours accompagné d'une news un petit peu catalysante, notamment sur Binance. On va en parler dans cette vidéo. Personnellement, je n'en avais pas la moindre idée, mais vous le savez, hein, il faut toujours quelque chose pour accompagner un directionnel. Est-ce que ça y est, nous avons eu notre catalyseur? Est-ce que nous avons eu notre direction? Est-ce que nous avons eu maintenant une forme d'acceptation sous ces précédents lots? Puis l'accélération, c'est ce que beaucoup de vendeurs devront attendre ici. On en parle maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. J'utilise personnellement depuis plusieurs années, que ce soit sur les marchés crypto-actifs ou les marchés plutôt traditionnels. L'objectif, il est très simple, aucune émotion et aucun stress. On va faire quelques petites pictures, ce qu'on retrouve au quotidien sur les Discord des rois du marché, que ce soit Joté, que ce soit Mathieu, que ce soit bien d'autres membres du Discord, nous le propose au quotidien et plusieurs fois dans la journée. On va regarder un petit peu ces poches de liquidité. On se posait la question et je me suis dit, bon, c'est quand même troublant puisque les big whales ne bougent plus depuis des jours et des jours maintenant, mais que se passe-t-il de leur côté? Est-ce qu'elles savaient quelque chose que nous ne savons pas? Peut-être attendaient-elles tout simplement cette news vis-à-vis de Bloomberg? La question, bien sûr, reste ouverte. Je pars du principe que ce n'est qu'une manipulation de marché. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc, pour ma part, je reste pour l'instant haussier, mais les plays ne sont pas à prendre puisque nous n'avons aucune réintégration, acceptation pour éventuellement essayer de jouer l'accélération. Actuellement, on voit plutôt les 10 000, 100 000 qui commencent à se remettre un petit peu à la charge, qui capturent cette liquidité. Elle est prise pour ça et elle est faite pour ça, cette liquidité. Où est l'argent? L'argent se trouve ici, un tout petit peu sous les lots, et c'est exactement ce qui a été fait dans la journée d'hier. On a perdu à peu près 5%. Rappelez-vous, par rapport à la chute de Silvergate et de Silicon Valley Bank, on avait perdu à peu près 10%. C'était juste ici, on avait fait un décrochage sous les pressions d'à peu près 10%, tout de suite racheté. Qu'est-ce qu'on veut prendre nous? On veut prendre cette accélération. Voilà, c'est clairement ce truc-là qu'on peut éventuellement essayer de jouer et actuellement, nous ne l'avons pas sous les yeux. Donc on attendra tout simplement des réelles confirmations et un tout petit peu de temps. Soyez patient, vous savez, un trader comme investisseur, mais surtout les traders, prennent beaucoup de temps finalement à rien faire, à attendre leur confirmation. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait sur le Discord hier, notamment avec Her, avec Géo, avec Mati, qui se retrouvent souvent dans la libre antenne pour pouvoir finalement essayer de trouver des plays, trouver des fractales, trouver des opportunités afin d'agir sur ce marché, sur les toutes petites time frames, notamment en 5 minutes, notamment en 1 minute. Et en fait, on passe beaucoup de temps à attendre. Et j'ai tendu l'oreille hier et c'était très, très pertinent et très intéressant ce qui avait été diffusé. Bon, on est parti chercher cette petite poche de liquidité, c'est juste formidable. Actuellement, on va parler tout simplement d'order flow également. Je pense que c'est le plus important. Est-ce que ça y est, on a cassé, on a confirmé, etc. Oui, donc là, ici, nous avons une émotion. Généralement, les émotions, elles peuvent être soit de peur, soit d'euphorie, bien évidemment, mais ce n'en reste ici qu'une émotion. La clôture de la bougie est clairement pas belle, puisqu'on clôture en dessous des précédents lots. Bon, donc vous avez votre confirmation. Maintenant, il faut trouver une forme d'acceptation. Une bougie suffirait pour avoir une acceptation, et on prend le play de l'accélération, avec potentiellement un tout petit short qui serait prenable, finalement, si on attendait, je sais pas, par exemple... Je sais pas, il faudrait regarder dans des toutes petites time frames, j'ai pas pris le temps de le faire ici. Bon, on peut essayer de faire un petit truc, voilà, comme ça, faire un petit, hop, overstock là, et puis derrière, on peut essayer de descendre un peu plus bas, je sais pas, nous on avait vu ensemble les 23 900 $, je pense que si on vient chercher les 25 000 $, c'est probablement pour aller plus bas. Le premier TP serait pris là, est-ce que les risques récompenses, récompense de 2, éventuellement, donc premier gap ici au niveau des 24 000, me semble-t-il, 800 $, vous avez aussi un gap là, donc vous pouvez prendre un TP sur les 24 008, et ensuite aller chercher peut-être même le gap des 20 000 $, et ça fait des magnifiques risques-récompenses. Voilà en fait ce qu'on peut attendre par rapport à des bears ici, donc confirmation. On est en train de faire une forme d'acceptation. Maintenant, il faut l'accélération. Et généralement, les traders prennent les accélérations. Parce qu'on swing, en vérité. On swing la tendance court terme ici, mais on essaye de swinger cette tendance-là. Qu'est-ce que vous voulez pas voir, vous? Une réintégration. Une réintégration sous cette grosse ligne ici qu'on avait passée, donc c'est les précédents lots, ce serait potentiellement une réintégration, et nous, on verrait peut-être l'accélération, puisque vous avez des magnifiques déséquilibres de marché qui se trouvent actuellement sur les 26 700 $, et également ici sur les 27 246 $, et il est très probable qu'on vienne les rechercher tôt ou tard, bien évidemment. Donc est-ce qu'on peut continuer à se déprécier? Oui, on peut aller chercher les derniers survivants, les futurs millionnaires qui sont actuellement en levier x50 et x100. Je pense qu'il y en a pour le coup, il n'y en a pas beaucoup, puisque ça a un petit peu
échauder les esprits, donc toujours très émotion et beaucoup de d'émotivité. On ne traite jamais dans l'émotivité, vous attendez tout simplement que vos confirmations viennent à vous, tout simplement. On va faire un petit peu d'order flow, je trouve ça plutôt intéressant. On avait eu donc ce magnifique décrochage ici au niveau des open interest, c'est assez fou, hein, ce qui s'est d'ailleurs passé hier. Hein. On a vu une augmentation très forte au niveau des open interest. Je vous l'avais dit, bah, c'est plutôt en faveur des shorts ici. Hein. Il y a un ratio long short qui commence à se déprécier, donc qui commence à s'écarter, plutôt en faveur des shorts ici. Vous avez les comptes retail qui sont plutôt ici à l'achat, et puis les top traders qui sont plutôt ici en train de se décharger de leur long, ou en tout cas prendre des profits qu'ils devaient prendre depuis bien longtemps, et on s'éclate par terre par rapport à ces news de Bloomberg. Le funding est extrêmement négatif, opportunité pour beaucoup de personnes, puisqu'on, même si on n'achète pas les couteaux qui tombent, bah, ça peut être considéré comme de l'opportunité, hein. C'est mieux d'acheter dans les fundings négatifs que dans les fundings extrêmement positifs, et vous avez CZ ici qui continue à maintenir ce cours. On peut dire merci CZ, hein. Je vais essayer de vous retrouver la petite photo que je vous ai prise hier dans la journée, donc on était en train de se dégrader, hein. Ici on était même en train d'accélérer, les fundings passaient doucement dans le négatif, et vous avez ici bah, au niveau des BUSD qui continue à s'apprécier, donc c'est plutôt de l'achat de Bitcoin, donc on capture cette liquidité. Honnêtement, enfin je sais pas si c'est une vue de l'esprit hein, ou un billet que j'ai, mais j'ai l'impression que CZ maintient quasiment à lui tout seul ce marché. Donc je suppose qu'il est suffisamment riche pour pouvoir maintenir toutes ces altcoins et tous ces launchpads et tout ce qu'il veut dans son Binance. Aujourd'hui, il détient 60, enfin on parle de 700 000 bitcoins aujourd'hui détenus par Binance, c'est quand même assez important. Et il a beaucoup de cryptos avec des réels, comment on peut dire ça, des réels intérêts financiers. Hein, partez du principe qu'il détient beaucoup de shitcoins, hein, CZ, et son objectif, c'est pas de les voir tomber à zéro, bien évidemment. Donc, est-ce qu'il utilise l'argent de ses utilisateurs pour pouvoir maintenir ce marché? Honnêtement, j'en ai pas la ondée. J'en doute, puisqu'il a eu d'ailleurs encore assez récemment pas mal de ISO, etc. 2700, on en a parlé hier. Donc généralement, on peut partir du principe que son mécanisme de sécurité, de cybersécurité est très haut et d'un très haut niveau. Donc est-ce que ce sera le prochain, entre guillemets, à tomber vis-à-vis de FTX? En tout cas, le gouvernement américain, la SEC plus particulièrement, tente de vouloir le faire. En tout cas, c'est à peu près ce qu'on peut en retirer. C'est que du bon sens encore une fois. Bon, une forme de panique ici qui nous permet aussi d'avoir quoi? Des volumes. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de volume. C'est formidable, on va passer en délire, on a un petit retour des volumes. Juste ici, c'est plutôt plaisant de le voir. Donc pas dans le bon sens, certes. Vous aviez une contraction ici sur le RSI en 14 périodes, on l'avait vu ensemble. D'ailleurs, dans la bougie de dimanche, on était plus près d'ici, on attendait la clôture. La clôture, il n'y a pas eu, donc pas de confirmation au niveau de notre RSI en 14 périodes. Nous avons eu le déclencheur donc hier à partir de 17h05, donc 17h hier, et vous avez l'accélération baissière, résolution de ce petit triangle de contraction, et on vient chercher les précédents lots, tout simplement. Donc retour des volumes, plutôt pertinent. Ça veut dire s'il y a des volumes, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt, que ce soit à l'achat ou que ce soit à la hausse, bien évidemment, donc à l'achat ou à la vente, pardon. Et puis si le prix n'est pas aujourd'hui à zéro, c'est qu'il y a des acheteurs sur ce marché, hein, soyez complètement rassurés par rapport à ça. Et c'est clairement là-dedans, dans des poches de liquidité, dans des liquidités de longue complètement logiques, que des gros portefeuilles rechargent en longue, hein. Tout simplement, il n'y a pas plus de choses à dire par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que je vois à très court terme? Je vois pas grand-chose parce que je n'ai aucune confirmation. Mais pour moi, c'est juste une manipulation de marché bien catalysée par rapport à une news qui est venue à point nommé. Et j'ai envie de vous dire, on va faire quelques petites news juste après. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, j'oublie un truc. Ouais, c'est super important. C'est juste ici. Par rapport à notre GAN. Vous voyez ici, par rapport à des zélotistes, généralement, on va chercher des fins de 2, si vous voulez, ou des fins de 4, pardon, parce qu'on était en 1, 2, la 3, et on va chercher une 4 pour une 5 en extension. Donc ici, notre 4 va généralement chercher entre les 0,50 et 618, hein, vous connaissez l'histoire, et puis on est quasiment arrivé au 0,5, hein, donc honnêtement, ne vous mettez pas trop serré au niveau des shorts, puisque les 50% gain n'ont pas été touchés. Je ne sais pas si sur les contrats futurs ça a été touché. On va d'ailleurs le regarder, c'est toujours intéressant. BTC, USDT et notamment PERP. Ici, voilà, contrat futur OKEX. Alors on peut aller sur OKEX. Est-ce que c'est vraiment différent? Non, c'est à peu près les mêmes niveaux aujourd'hui de liquidité sur pas mal d'échangeurs. OKEX, c'est pas un petit échangeur. On va pile prendre ici. Mais je crois que ça n'a pas été touché. Il faudrait regarder sur pas mal d'échangeurs. C'est plutôt les contrats futurs et les PERP qui nous intéresseraient ici pour savoir si oui ou non on est parti. Waouh, c'est intéressant, hein. Je vais essayer de pile le mettre là-dedans. Hop. Je dirais que non. Hein, y a une toute petite mèche. C'est vraiment léger, mais il faudrait regarder sur d'autres échangeurs si ça oui ou non
été validé sur ces 0,50, mais pour ma part, je vais garder des gros échangeurs Bitfinex, Coinbase, etc., voire potentiellement les index, mais actuellement pour moi, ça n'a pas été touché, on peut très bien faire ce petit type de choses, hein, c'est pas complètement impossible, on peut faire ça, touc, touc, et voilà, on y va en avant Guingamp, et tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est à peu près ce que j'encadre, et c'est ce que je jouerai, personnellement, mais pour l'instant, je ne joue strictement rien, je suis attentiste à ce marché, tout simplement. Ethereum, quelque chose d'un tout petit peu différent, et suivez-moi bien parce que c'est important de bien comprendre ce qui se passe avec Bitcoin et Ethereum, puisque c'est finalement pas normal ce qui se passe avec Bitcoin et Ethereum. Vous avez une toute petite divergence potentiellement haussière cachée qui est en train de se mettre en place actuellement sur Ethereum, donc vous le voyez comme moi, ici ça baisse, ici ça monte. Si on vient clôturer au-dessus de cette bougie par rapport à ce petit point bas, par rapport à cette survente juste là, au niveau des, hop, on va le regarder ensemble, des 1825 $, 1820 $, acceptation 4 heures, une bougie de confirmation, potentiellement jouer l'accélération, c'est pas complètement possible, faites attention de ne pas mettre des stops beaucoup trop serrés, je me mettrais plus bas personnellement si je devais le prendre, d'ailleurs sous les 1750 $ personnellement. Il va falloir être pas trop serré sur ces stops là, encore une fois, si vous faites de l'intraday ou du scalp, c'est pas des leviers x100 ou des leviers x25 avec des stops complètement éloignés. Là, on essaie vraiment de jouer l'accélération et du retournement et de la réintégration. Les réintégrations, c'est toujours la même chose. Lorsqu'il y a des réintégrations et des accélérations, prenez toujours ce que le marché vous offre. Prenez toujours ce que le marché vous offre. Et généralement, le marché vous offre jusqu'où, de façon complètement logique, jusqu'au premier déséquilibre de marché. Actuellement, il est à 26 800 $, tout simplement. Donc un TP, si vous voulez jouer ce tout petit play, s'il venait à venir se confirmer, pour l'instant, c'est clairement pas le cas, clairement, un premier TP sera quasiment obligatoire sous les 26 800 $. Mais ça, trader amateur ou trader, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Voilà, pas plus de choses à dire par rapport à notre ami Bitcoin et notre ami Ethereum. On fait juste quelques petites touches, je vais commencer parce que j'ai tweeté moi hier. Bon, c'est triste, en effet. Pourquoi ? Parce que Jeremy Hogan explique qu'il avait acheté de l'algo, puisqu'en 2019, Gary Gensler avait fait une apparition et un colloque vis-à-vis de Algo et avait parlé d'Algo en bien. Et aujourd'hui, il le met dans sa liste finalement des securities tokens potentiels, probables, etc. par rapport à son assignation qui veut intenter notamment à Binance et notamment à ses cryptoactifs directement. Bon, je dis oui, c'est triste. Maintenant, il faut reprendre un petit peu de recul, toujours. On lève la tête de nos écrans, de nos émotions et on essaie de comprendre ce qui est en train de se passer. En fait, Gary Gensler n'a jamais attaqué frontalement Bitcoin. En tout cas, ça fait très longtemps qu'il ne l'a plus fait. Il le considère même aujourd'hui comme une commodity. Et aujourd'hui, Bitcoin est la seule commodity. Il est même en train éventuellement de nous souffler l'oreille que Ethereum serait également considéré comme une commodity. Dès lors, peut-être que Gary Gensler est simplement devenu un Bitcoin maximaliste. Depuis 2019 ou depuis 2020, il a réussi à s'imprégner, à s'éduquer sur ces technologies blockchain. Et c'est peut-être fou ce que je vais vous dire, parce que je ne sais pas comment vous avez pris ce type de tweet si vous l'avez vu passer. Dans 20 ans, il aura certainement eu raison. Parce qu'en fait, seul Bitcoin et une poignée de cryptos survivront. On peut peut-être parler d'Atom, qui d'ailleurs est visé par cette plainte. On peut parler d'Ethereum, on peut parler peut-être de Polkadot, on peut parler de, je sais pas quoi, de Basic Attention Token, pourquoi pas. On peut parler du CHSB, on peut parler du BNB. Peut-être qu'il sera encore là dans 20 ans, qui sait, on ne connaît pas l'avenir. Peut-être que Binance, c'est le futur Google ou le futur Apple du Web.3, j'en ai pas la moindre idée, ou encore Coinbase, par exemple. Mais encore une fois, qu'une toute petite poignée de cryptos survivront. Dès lors, merci Gensler. Il fait son job. Son job, c'est quoi ? C'est d'abord de protéger le consommateur. Il n'est pas différent de Bruno Le Maire, on peut en parler juste après d'ailleurs, il y a quelques informations qui sont passées qui sont très pertinentes, notamment sur Bruno Le Maire. Son objectif, c'est toujours le même, c'est protéger le consommateur et protéger l'Américain. Tout simplement. Je pense que c'est important de remettre donc les choses dans leur contexte. On va pas se mentir, même si ça nous fait pas plaisir, mais on a un paquet de shitcoins dans les portefeuilles. On sait pertinemment. Aujourd'hui, on attend au moins des premiers arrêts pour pouvoir sortir à break-even, pour ne pas se soumettre à nos émotions. Mais honnêtement, faites vraiment le tour de vos portefeuilles. Si vous avez plus d'une 50aine de cryptos en portefeuille, vous savez pertinemment, et il faut se dire qu'il y en a une très grande partie qui ne survivront pas dans les 10 prochaines années. C'est une certitude absolue. Dès là, on revient sur les phrases clés de Warren Buffett. Si vous n'êtes pas prêt à tenir une crypto ou une action ou un actif financier sur les 10 prochaines années, ne pensez pas le détenir pendant plus d'une minute. A-t-il raison ? Grand point d'interrogation, chacun fait ses propres expériences. J'ai pas mal de cryptos que j'ai pris dans la tendance, qui aujourd'hui me semble encore véloce, résiliente, si vous voulez, mais je sais pertinemment que très probablement elles ne referont pas d'ATH. C'est pas grave. Mon objectif, c'est tout simplement de prendre mes profits lorsqu'ils se présentent et de sécuriser mes positions. Ça, c'est la stratégie. Et cette stratégie me donnera très probablement la possibilité de sortir sur une très grande partie, et j'espère, majorité de mes cryptoactifs préférés, à break-even, à minima. On continue avec ça.
Juste avant de reparler de Gary, ça a été la grosse news d'hier, résumé keynote du World Ride, développeur, comme je ne sais plus ce que c'est le C, Community, je ne sais plus, conférence 2023, iOS 2017, macOS, Sonoma, casque Vision Pro, etc. Donc on ne va pas revenir par rapport à toutes ces petites nouveautés qui sont super intéressantes. Ce qui a fait beaucoup de bruit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube dès aujourd'hui, bah, c'est le casque. Et c'est un casque, c'est pas n'importe quel casque. D'abord, c'est un casque avec un fil derrière. Donc bon, c'est pas un truc avec une batterie, c'est un truc à fil qui coûte 3500$. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? Est-ce qu'il le vendra? Est-ce qu'il le vendra pas? Etc. Déjà, il y a marqué Vision Pro. Donc c'est potentiellement destiné à des pros. C'est ce que fait souvent Apple. Généralement, Apple, un petit peu comme Tesla si vous voulez. Tesla n'a pas commencé à développer des modèles 3. Tesla a commencé à développer et à construire des voitures de sport, des modèles S, puis des modèles X. Et les modèles X, c'est pas pour monsieur et madame tout le monde. Les modèles X, c'est pour des chefs d'entreprise, c'est pour des artisans, enfin, ou des pros, si vous voulez. Des PDG, des machins comme ça. C'est le modèle X, c'est plutôt cette destination. Et ensuite, on part sur des choses beaucoup plus accessibles, si vous voulez. Donc aujourd'hui, on parle de Vision Pro, on parle pas de Apple VR, si vous voulez. Hein, on parle vraiment pour les professionnels. Donc le simple fait de mettre Pro, ça justifie le prix. Donc de là à dire est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher, etc. Partez du principe que si ça fonctionne, l'avantage de faire des choses extrêmement chères à destination des professionnels, c'est que si ça ne marche pas, ça ne fera pas très mal à l'entreprise et à l'industrie. Pour être tout à fait honnête avec vous. Par contre, si ça fonctionne bien, il est très facile pour eux de pouvoir le découler avec des versions plus accessibles au grand public, type l'iPhone Pro, etc. et l'iPhone SE, par exemple. Vous savez, ils ont fait des petits prototypes ou des petits téléphones pour le grand public avec des anciennes technologies, avec les anciennes batteries, avec les anciennes coques, avec les anciennes machins, un petit peu du recyclage, mais qui reste un iPhone qui est parfaitement viable, bien évidemment, et qui peut être tenu au moins 3-4 ans, hein, bien qu'on puisse penser à cette forme d'obsolescence programmée. C'est des choses qu'on revoit très souvent passer sur les technologies, que ce soit Apple, Samsung ou technologies plus asiatiques, peu importe. Hein. Mais partez du principe que c'est pas... Il ne faut pas regarder le prix, il faut regarder la promesse. Et la promesse, qu'est-ce que c'est? La promesse, elle est très loin. Hein, est-ce que ça va pas bugger? Est-ce que vraiment on va être immergé? On peut regarder des films sur la Lune. Bon, vous pouvez regarder des films sur la Lune, on voit le bonhomme qui commence à se déplacer, je sais pas ce qu'il a dans le dos, mais il y a un fil quand même. Donc déjà, ça, c'est pas oufissime. Hein, d'ailleurs, il a un petit peu... on le voit quand même relativement bien, ce petit truc-là, mais sur tous les pictures, on ne le voit pas. Bon, on aurait peut-être pu penser qu'ils iront... Bon, bref, peu importe, c'est juste le petit bémol que je mets moi, parce que pour ceux qui comprennent Apple, c'est vraiment des épicuriens, ils sont ultra détails. Bon, moi, ce que je suis en train de voir là, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, on voit ça un petit peu comme un casque, finalement, de ski, si vous voulez, ou de snowboarder. Hein, c'est juste formidable. Je vais aller beaucoup plus loin. Je pense que ceci n'existera plus, en fait, dans 20 ans. Hein, on est parti avec les premières VR, reprenez dans les années 2000 jusqu'à 2010, vous aviez des énormes blocs avec plusieurs fils qui sortaient du casque, avec des choses qui n'étaient pas forcément adaptées à l'époque pour ce type d'outils ou ce type de prototype. Et plus on avance dans le temps, plus c'est léger, plus c'est designé, plus c'est confortable. Et là, Apple marque un grand coup, puisque c'est réellement, sans l'avoir essayé, mais je pense que c'est quelque chose de très confortable. La question à savoir, c'est est-ce que oui ou non c'est technologiquement très haut de gamme? Je pense que oui, Apple a l'habitude de faire ça. Je pense que si ça devait fonctionner, dans 20 ans ou dans 10 ou 20 ans, ce sera des lunettes qu'on mettra, au mieux ce sera des lunettes qu'on mettra, voire des lentilles qu'on mettra sur nos yeux. Je pense que ça viendra avec le temps et ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Donc ils mettent le premier pied dans cette technologie-là. Je suis très heureux de l'apprendre. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas quelque chose de nouveau puisqu'on avait déjà eu des premières pistes il y a déjà plusieurs années, hein, comme quoi ils étaient déjà en train de travailler avec des brevets qui avaient été déposés notamment sur des technologies VR. Je suis très heureux de l'avoir et ça sortira logiquement 2024, je crois, fin 2024, en tout cas généralement avant les fêtes de fin d'année 2024, pour savoir s'il y a des gens qui sont ultra motivés pour mettre ce type de prix. Voilà, disponible 2024 aux États-Unis d'abord, et puis par ailleurs pour la suite, donc je pense que ça sortira fin 2024 au plus tôt, hein, généralement avant les fêtes de fin d'année, et très curieux de voir quelques influenceurs et quelques youtubeurs notamment techniques et technologiques parler de ce casque et d'essayer. Ça peut être super intéressant de l'observer. Donc plutôt bien pris, l'action a juste perdu 0,5%, mais je pense que ça va continuer puisqu'il y a eu des très belles choses qui ont été vues lors de cet événement de Apple et on est très content de l'observer et de se conforter comme quoi Apple est une super boîte qui continue à innover et qui propose de nouveaux produits. On va parler de ça parce que ça c'est super important.
Rappelez-vous, la première fois qu'on avait parlé de la SEC, etc., ou d'une attaque contre Binance et tout le truc. On va en parler parce que je pense qu'il faut toujours reprendre le fil. La SEC demande 2,4 milliards pour assainir l'industrie crypto. Ça, c'était le 31 mars 2023. Donc on savait en demandant plus de thunes, c'était qu'à un moment donné, il y a des choses qui allaient se passer. Quand on regarde 2,4 milliards pour assainir l'industrie crypto, on pense qu'il va demander 2,4 milliards en plus, si vous voulez, juste pour les dédier à l'industrie crypto. Ça, c'est de la foutaise. Aujourd'hui, le budget annuel de la SEC, c'est même pas 2,4 milliards de dollars. Donc, ils ont réussi à avoir un tout petit peu plus pour, peut-être, assainir les technologies crypto et les technologies blockchain, mais c'est même pas ce qui a été dit en réalité dans les précédents, communiqués. Voilà, la communication des valeurs mobilières. Donc, la SEC a publié cette semaine sa justification annuelle du budget du Congrès. L'agence recherche un budget de 2,15 milliards de dollars pour l'exercice 2023, soit près de 240 millions de dollars de plus que celle qu'elle cherchait en l'exercice 2022. Bon, c'est juste formidable. Elle n'a pas eu tout ce qu'elle voulait, pour être tout à fait honnête avec vous. L'objectif, c'était quoi? C'était l'augmentation de la demande de budget et largement motivée par une expansion des activités d'application. Moi, je vois pas crypto, je vois pas tout ça. Enfin, à un moment donné, il parle de crypto là-dedans, il parle pas de crypto par rapport à cette augmentation du budget. Donc, ces trucs farfelus, comme quoi il voulait demander des milliards pour pouvoir fusiller, si vous voulez, toute la crypto sur le sol américain. Non, c'était quelque chose un tout petit peu trop exagéré, à mon sens. Maintenant, ils se battent toujours avec leurs armes, et on a bien compris depuis des semaines maintenant, voire des mois, qu'ils veulent la peau de ces aides. Ça, c'est pas une surprise, et c'est encore une fois une surprise pour personne. Maintenant, pour en fait essayer d'en déduire, si vous voulez, d'en traduire une forme de manipulation de marché, c'est que cette news-là est parue à 17h ou 17h01 avant même que ces aides aient reçu cette information-là. Donc, généralement, si les journalistes sont déjà au courant, partez du principe que tous les faiseurs de ce marché sont également au courant. Tous, apparemment, sauf ces aides. Maintenant, ça peut être un mensonge, peut-être qu'ils le savaient, mais il me dit, allez, partons toujours du principe de la bonne foi. Bon, il semblerait que 61 crypto-monnaies soient en danger pour près de 100 milliards de capitalisation. On ne va pas toutes les énumérer, mais en réalité, on a eu du mal, et j'essaye de chercher sur Internet depuis hier soir et ce matin, avant de commencer la vidéo, pour essayer de trouver ce point commun entre ce qu'on est en train d'observer vis-à-vis des crypto-actifs qui ont été potentiellement désignés et celles et ceux qui ne le sont pas. En fait, c'est impossible de trouver la corrélation. Moi, je vais prendre une corrélation extrêmement limpide. Tout ce qui n'est pas dans l'intérêt des Américains sera là-dedans. Voilà. Donc maintenant, si vous voyez les cryptos ici, qui a un intérêt fort, un intérêt réel par rapport aux intérêts américains, alors peut-être que je me trompe. Mais en réalité, je n'en vois pas. Solana, rien à cirer. Ada Cardano, rien à cirer. Il y a Ethereum. Matic, Phil, Atom, qu'est-ce qu'on en a à cirer d'Atom? Sand, Mana, Algo, Algorand, même si Gary Gensler en parlait il y a encore en 2019. Axie Infinity, Coty, qu'est-ce que c'est ces trucs? Alors que Ethereum est passé en Proof of Stake, il n'est pas dans la liste. Pourquoi Ethereum n'est pas dans la liste? Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Vous avez du BNB, c'est le seul, entre guillemets, token d'échangeur qui est actuellement sur la liste. Eh oui. Il y a plein de tokens d'exchange qui sont actuellement sur Coinbase et qui ne sont pas visés. Pourquoi il n'y a pas USDT? Pourquoi il n'y a pas USDC? Pourquoi il n'y a que de BUSD? C'est bizarre tout ça, non? Bon, tout ce qui n'a pas d'intérêt en direct avec le gouvernement ou en tout cas avec les intérêts américains, eh bien finalement seront très probablement dans cette liste. Donc je pense qu'on parle de 61. Je pense que demain, si vous voyez 618, ne vous étonnez pas. Si demain vous voyez 2847 cryptos concernés par rapport à l'attaque de la SEC, ne vous étonnez pas. Maintenant, par rapport aux résultats de cette attaque et de cette assignation vis-à-vis d'abord de son président, CZ, et de Binance. 98-99% de ce type d'attaque, si vous voulez, se finissent par une transaction financière. 99% du temps. Donc ça n'arrivera même pas au procès de l'histoire. Et tout ce qu'on est en train de lire et tout ce qu'on est en train de dire est déjà digéré par le marché et pricé par le marché dans son extrême. C'est le but. C'est qu'on est arrivé au bout du bout par rapport à ce que pouvait en fait encaisser le marché. Ethereum n'a pas trop baissé, Bitcoin n'a pas trop baissé, toutes les cryptoactifs qui sont plus ou loin, ils ont perdu 10, 12, 20%. SIU qui vient d'arriver, alors SIU c'est clairement le security token, parce que là pour le coup ils auront peut-être du mal, un petit peu comme Aptos, etc. Eux ils ont perdu un peu plus, je crois, entre 15 et 25% en l'espace d'une journée.
Je vous rappelle que SU actuellement est à 80 centimes. Je crois qu'on avait une forme de plateau à 1 dollar. L'ICO avait été fait à 10 centimes de dollars. Donc les mecs, ils sont encore à x7 pour les premiers. Ceux qui l'ont acheté à 10 centimes. Il y a aussi ceux qui l'ont acheté beaucoup moins cher par rapport à de la private equity. Donc partez du principe qu'ils sont déjà, qui sont encore à x20, x30, ces gens-là, donc ils peuvent bien évidemment sell. Logiquement, il y a des périodes de vesting, des périodes de blocage, mais il y en a quand même pas mal qui peuvent être vendus sur le tard. Et c'est exactement ce qui a été fait hier. Ça, c'était super important. Oui, effectivement, j'aurais pu vous le dire. Notre équipe est à vos côtés pour s'assurer que le système soit stable, y compris les retraits et les dépôts. Si vous avez peur, n'hésitez pas. Actuellement, c'est pas du tout ce qu'on retrouve sur Glassnode notamment. Ça a beaucoup été partagé. Actuellement, on est à peu près à 700 000 bitcoins sur l'exchange Binance. Est-ce qu'on a eu une fort décrochage? Non, il n'y a pas eu de fort décrochage. Et s'il y a un fort décrochage, vous allez vite le voir arriver sur les réseaux sociaux. Et actuellement, c'est clairement pas le cas. Je pense que c'est très important de le redire. Nous publierons une réponse une fois que nous verrons la plainte. Je n'ai pas encore vu les médias obtenir l'info avant nous. Intéressant, encore une fois, par rapport à ces formes de manipulation de marché. Je vais juste clôturer là-dessus parce que ça me fait un tout petit peu penser à ça par rapport à une forme de chasse aux sorcières. Donc au niveau de Gary Gensler, on est d'accord, ça fait longtemps qu'il cherche à chasse aux sorcières. Maintenant, il y a Bruno Le Maire qui tape un petit peu du poing sur la table et menace de publier une liste des industriels de l'agroalimentaire. Il y en a 75 apparemment qui ont été cités dans cette petite vidéo qui ont refusé de faire baisser les prix. Donc beaucoup de distributeurs, on peut parler des plus grandes marques de distribution, enfin les plus grands distributeurs français et qui aujourd'hui sont aussi en Europe, ont fait l'effort, si vous voulez, de baisser les prix, de mettre en place des actions anti-inflation, etc. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on y croit pas, c'est toujours la même chose. En tout cas, ce petit bonhomme-là, c'est exactement le même petit bonhomme. Bruno Le Maire, qui reste le ministre de l'économie, il est un petit peu de la même trempe, si vous voulez, de Gary Gensler. L'objectif, c'est toujours le même, c'est protéger le consommateur, et d'aller dans le sens du consommateur, de celui qui ne sait pas, du non-sachant. Eux savent, nous ne savons pas, en réalité, ce qui se passe au-dessus, si vous voulez, ou dans les stratosphères des hauts pouvoirs et de l'administration, qui aujourd'hui mènent finalement la danse, si vous voulez. Donc il fait quelques petites menaces, il demande à tous les industriels de se réunir autour de la table et de rouvrir, si vous voulez, le débat et de rouvrir finalement les négociations commerciales par rapport à une chute brutale vis-à-vis des prix de gros qui ne se font pas actuellement ressentir au niveau de l'alimentaire. C'est ce qu'il est en train de faire et j'espère qu'il y arrivera avant la fin du mois, puisqu'en tout cas c'est son objectif, pour les remettre autour de la table. Sinon, qu'est-ce qu'il fera? Il fera ce que tous les gouvernements ont comme arme, et c'est une arme fatale. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la fiscalité. C'est pas compliqué, Vous savez, si on prend l'exemple de la Fed, que son arme pour lutter contre l'inflation, c'est de remonter ou de baisser ses taux directeurs, notamment les taux directeurs à 10 ans, partez du principe que pour un gouvernement, et qui plus est un ministre de l'économie, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis, ils ont un pouvoir de la fiscalité. Donc il peut aller chercher l'argent là où il est. Vous savez, et nous les Français, on est très bons côté fiscalité. Soyez complètement rassurés par rapport à ça. Voilà, pas plus de choses à dire vis-à-vis de tout ce qui s'était passé. Maintenant, je reviens juste sur ce type de news. Je vais essayer de faire ça. Crypto-monnaie, un régulateur américain attaque la plateforme Binance pour une infraction réglementaire. La CFTC réclame notamment que Binance soit interdit d'enregistrement et de vente de certains produits financiers aux États-Unis. Donc c'était pas la SEC, c'était la CFTC. Pas de problème avec ça. C'était donc publié le 27 mars à 19h12. Il faut savoir que juste là, je vais revenir en 1 heure, même en 15 minutes, vous voyez bien que c'est passé à 17h, 17h05 au niveau de la news, on était ici, à 17h05. Vous voyez, on a eu ce petit décrochage, et ça a pris du temps finalement pour être digéré. Donc est-ce que c'est des algorithmes qui sont directement corrélés à Twitter, par rapport à une espèce de... Il s'est passé quelque chose dans le marché. Donc l'intensité de la news a fait un petit peu vaciller les algorithmes, retour des volumes, retour baissier, vente massive. Bon, c'est toujours pareil, 97% ou 93, 94 peut-être % des ordres au marché aujourd'hui sont gérés par des robots traders et c'est clairement eux qui ont initié ce type de choses. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On latéralise, on attendra tout simplement des reprises, soit une reprise baissière, soit une réintégration haussière. Je reviens juste dans le passé par rapport à cette fameuse news qu'on avait en fait vue ensemble, juste ici. C'était donc le 27 mars 2023 à 19h12. Allons-y. C'était juste ici. Ouais, je vais rester en 1 heure. Voilà ce qui s'était passé lorsqu'on avait eu ce type de choses. On était là et on avait décroché à peu près de... on peut regarder par rapport à ici, voilà grosso modo, 5%. Les fameux 5% réglementaires. On avait fait quoi lors de 5% réglementaires? C'est pas compliqué. On était parti chercher des stops complètement évidents. Pardon, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je vais laisser comme ça, mais voilà. On était parti chercher des stops complètement évidents. Juste ici. Ensuite, latéralisation, réintégration, accélération, nouveau high.
tout simplement. Est-ce qu'on peut faire exactement la même démarche? Ah, j'ai bien envie de dire qu'on peut exactement faire la même chose, donc pour le moment, j'attendrai bien évidemment mes confirmations, mais je pense que ce ne sera pas bien différent. Hein. Encore une fois, on a fait nos petits 5% réglementaires, voilà, 5% réglementaires, c'est juste formidable. Est-ce qu'on a finalement juste fait une prise de liquidité? Eh bien, c'est l'avenir que l'on nous dira, et actuellement, on ne connaît pas l'avenir. J'espère que je vous ai aidé, j'espère qu'on a réussi ensemble à prendre du recul, et j'espère que vous avez compris un petit peu tout le cheminement, et là où je voulais vous amener lors de cette vidéo. J'ai pas plus de choses à dire, il se passera pas grand-chose hein, au niveau de l'actualité économique sur les marchés financiers, ce sera juste la semaine prochaine, par rapport à l'édition de la Fed au niveau des taux d'intérêt, qui, jusqu'à preuve du contraire, devraient ne pas remonter ces taux. La question est de savoir, c'est est-ce qu'ils le feront la fois d'après ou pas. C'est un petit peu dans les mœurs actuellement, on fera peut-être un petit saut dans le passé. Donc ici, on ne remonte pas, mais on montera après. Je pense pas, je pense qu'on est arrivé. Donc si on ne la remonte pas, pour ma part, on restera sur un terminal right. La seule chose que je m'inquiète, c'est de savoir si oui ou non on entame ce pivot-là, puisque beaucoup d'économistes et beaucoup d'analystes financiers de talent hein, expliquent que la Fed ne pourra pas maintenir des taux hauts aussi restrictifs et trop longtemps. Sinon, il y aura un impact dur sur l'économie, une récession dure sur l'économie à la fois américaine, mais également européenne, avec un petit temps de latence, comme vous pouvez bien sûr le savoir. Hein, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc on se la prendra de plein fouet. Hein, si vous voyez à la télé, vous savez, c'est un petit peu comme le Covid. Hein, ah, mais non, ça restera là-bas, et puis ça arrive en Europe. Mais non, mais ça n'arrivera pas aux États-Unis. Ça arrive, la récession, ça arrivera pour tout le monde. Donc c'est comme ça que ça se passera, ça se passe toujours comme ça, c'est jamais différent. Nous, on est protégés parce que ceci, parce que cela. Foutaise totale, c'est toujours la même chose. Donc j'ai juste une inquiétude par rapport à ce maintien au niveau des taux. Et au moment où on va se convaincre, où le marché, les opérateurs et les consensus sera convaincus qu'il y aura, oui, le pivot, ou il n'y aura pas pivot avant un certain temps, ça veut dire toute l'année 2024 par exemple, ou jusqu'au tout début d'année 2024, et bien à un moment donné, on devrait éventuellement un petit peu grincer les dents, que ce soit sur les marchés crypto ou que ce soit sur les marchés plus traditionnels. D'ici là, je pense qu'il est complètement cohérent d'anticiper ou d'essayer d'encadrer une hausse pour aller nous chercher des objectifs de prix entre les 36 000 $ et les 42 000 $, entre la target et les objectifs d'Hermès. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans un Top Crypto Action, Top Crypto des membres.